C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon, Yes. merci pour la liste. Donc, comme l'a dit Hugo, nous allons faire un état des lieux de la certification de conformité des guichets télésanté. En ordre du jour, nous allons vous, si tu peux passer à la slide, merci. Donc, nous allons vous donner un peu le contexte des projets télésanté et faire un rappel des périmètres des référentiels des guichets télésanté, que ce soit dispositifs médicaux numériques ou téléconsultation. Nous allons également faire un focus sur les exigences des deux référentiels, vous parler des jalons ainsi que de processus de certification de conformité. En second temps, nous allons vous restituer un peu l'état des lieux des différents guichets en termes de certification et de dossiers en cours. Nous allons parler des fonctionnalités clés de l'espace authentifié géré par l'équipe accompagnement industriel qui permet le suivi de vos demandes. Et nous allons terminer avec les prochaines étapes et les projets en cours. Et comme l'a dit Alexandre, nous allons réserver une session de questions-réponses à la fin de la présentation, mais vous pouvez tout de même poser vos questions dans la conversation. C'est quoi les projets télésanté? Les projets télésanté, donc la télésurveillance généralisée aux dispositifs médicaux numériques, la téléconsultation et puis à terme la téléexpertise et la télémédecine s'inscrivent dans la stratégie nationale en santé pour permettre le partage de données ainsi que leur sécurisation en s'appuyant sur les exigences socle et les référentiels de la doctrine du numérique en santé, tels que l'identité, le référentiel d'identité nationale de santé, ProSanté Connect, la messagerie sécurisée, ainsi de suite. Les projets télésanté s'appuient sur donc l'élaboration de référentiels sectoriels, tels que le référentiel des dispositifs médicaux numériques et le référentiel de téléconsultation en vue d'une mise en conformité afin de permettre une prise en charge par l'assurance maladie. Ces projets, donc, ces référentiels télésanté s'inscrivent donc pour permettre la montée euh, des, donc, du secteur des télésanté en, en version pour le maintien de la sécurité et l'échange de partage de données et répondre à la doctrine du numérique en santé et permet à l'ANS donc d'être un régulateur pour la mise en conformité. En ce qui concerne le périmètre d'application des référentiels, nous allons commencer par le référentiel des dispositifs médicaux numériques. Le référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques est requis pour tous les dispositifs médicaux numériques en vue d'une prise en charge par l'assurance maladie afin de permettre aux solutions, donc à des DMN à visée thérapeutique ou des diagnostics de s'inscrire sur la liste des produits et prestations remboursables, que ce soit en ligne générique ou en nom de marque. Ils permettent également aux solutions de télésurveillance de s'inscrire sur la liste des activités de télésurveillance médicale en ligne générique ou en nom de marque dans le cadre du droit commun. Et pour les solutions innovantes, ça permet donc de s'inscrire dans le programme PECON au PECT dans le cadre d'une prise en charge dérogatoire en attendant l'entrée dans le droit commun. Le référentiel comporte une centaine d'exigences et pour qu'un référentiel, donc, et pour qu'une solution rentre dans le périmètre d'application des référentiels des dispositifs médicaux numériques, la solution doit embarquer donc des fonctions numériques comprenant le cas échéant un accessoire de collecte. Il faut avoir une conformité au marquage CE conformément à la réglementation européenne, au règlement 2017-745 ou le règlement 2017-746, impliquant un traitement de données à caractère personnel et destiné à usage individuel. Pour avoir plus d'explications sur le périmètre d'application, je laisse Paul Alix vous expliquer la matrice des périmètres d'application. Merci Fazia. Oui, donc en fait, on a construit cette arbre de décision
qui permet aux fabricants de dispositifs médicaux de savoir en fait si leur solution rentre dans le cadre du référencement DMN. Et donc là, en l'occurrence, cet arbre de décision s'applique spécifiquement à ceux qui souhaitent s'inscrire sur la LPPR, comme disait Fazia. En fait, il faut savoir que on va, dans le cadre du référencement, qu'on va vous présenter un peu plus tard, dont on va vous présenter un peu plus tard le processus. Dans un premier temps, on va vous demander de donner des informations générales concernant vos solutions. Donc, un diagramme d'architecture pour savoir un petit peu comment s'organise votre DM, de la documentation fonctionnelle, savoir les différents composants qui constituent votre dispositif médical. Et donc, cette partie-là, elle sera analysée dans un premier temps par l'ANS. Donc, c'est quelque chose qui sera fait quand vous déposerez votre dossier de recevabilité sur la plateforme de, de, de l'ANS. Cependant, on a quand même quelques questions là qu'on a recensées qui peuvent vous permettre à vous de commencer en fait à savoir si vous êtes éligible ou non à la certification de conformité DMN. Donc, comme disait Fazia, il faut que votre solution, que vous souhaitiez inscrire votre solution sur la LPP ou alors que votre solution soit déjà inscrite sur la LPP ou alors sur une des autres listes, que votre dispositif médical embarque des fonctions numériques, comme Fazia vous l'a dit, implique un traitement de données à caractère personnel ou l'hébergement de données de santé. Et il faut que votre DM soit à usage individuel. Ça paraît un peu répétitif par rapport à ce que Fazia disait, mais on a remarqué qu'il y avait quand même des difficultés pour l'écosystème de savoir en fait s'ils doivent se mettre en conformité. C'est pour ça qu'on a préparé cet arbre de décision qui permet de façon assez macro pour vous de savoir si vous êtes recevable ou non à la certification. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, cette étape-là, elle est faite dans un premier temps également si vous déposez votre dossier directement dans Convergence qu'on vous présentera plus tard. Donc, globalement, si vous répondez oui à toutes ces questions-là, votre dispositif médical est un dispositif médical numérique et il est donc recevable à la certification de conformité des DMN. Voilà. Donc, en ce qui concerne les sections d'exigence qui vont s'appliquer à votre dispositif médical, on reviendra dessus tout à l'heure sur le contenu du référentiel et les différentes sections. Vous pouvez avoir un premier aperçu de quelle section vous allez devoir respecter dans le cadre du référencement si jamais vous êtes recevable. Il faut savoir que les sections RGPD et portabilité sont obligatoires pour tous les dispositifs médicaux numériques. Donc, a priori, si vous êtes un DMN, vous aurez obligatoirement à respecter à minima ces exigences-là. Ensuite, en ce qui concerne l'hébergement de données de santé, si la réponse est oui dans votre cas, vous aurez également on vous demandera également un certificat HDS. Si votre dispositif médical a un accès patient, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et qu'il y a une identification du patient, vous serez soumis également aux exigences PGSSI, IEU, c'est-à-dire identification des usagers. Ça s'appuie sur le référentiel PGSSI qui est déjà existant. Et enfin, si votre dispositif médical possède un accès professionnel de santé, vous serez également soumis à toutes les exigences pour l'identification des professionnels de santé, donc PGSSI, IEPS, ProSanté Connect, l'annuaire de santé, l'INS et l'administration. Donc, on reviendra un peu plus on reviendra un petit peu sur les différentes exigences du référentiel, mais cet arbre de décision, on vous le met quand même à disposition dans cette présentation, puisque ça vous permet d'avoir un premier aperçu de votre éligibilité, enfin recevabilité plutôt au référentiel. Et comme je vous ai dit, si vous avez des doutes, c'est ce qu'on dit en général, n'hésitez pas à déposer un dossier dans la plateforme de certification et il y aura une analyse qui sera faite par les équipes de conformité pour savoir si vous êtes recevable ou non au référentiel et si vous devez vous mettre en conformité ou non. Donc, il vaut mieux le faire et au pire des cas, ne pas être recevable et au moins vous êtes fixé. Je vais laisser la parole à Alexandre pour la suite. Merci, Alix.
Dans les grandes lignes, là, on voit l'ensemble des exigences du référentiel V1. Donc, on a plusieurs grandes sections, hein. Une colonne égale une section. D'ailleurs, côté Sécure, on parle plutôt de chapitres. Nous, on parle de sections. Comme Paul-Alix l'a évoqué juste avant, on a des sections qui vont être obligatoires et d'autres facultatives. Ça va notamment dépendre des profils concernés par le dispositif médical numérique. Donc le référentiel est organisé en profils qui ne sont pas affichés ici. Et ensuite, on a les sections auxquelles sont associés ces profils et dans lesquelles il y aura des exigences. En termes de sections, par exemple, si on a un accès professionnel de santé, on va devoir remplir les exigences liées en l'occurrence à l'annuaire de santé qui permet de s'adosser au RPPS. L'INS aussi qui peut s'appliquer s'il y a effectivement des professionnels de santé qui vont derrière devoir gérer la qualification de l'identité du patient. La partie Pro Santé Connect pour son authentification aux professionnels. Dans la partie section PGS-SIS, une section RGPD, une autre de portabilité, etc. Donc Paul-Alix les a évoquées. Faut savoir que toutes les sections qu'on voit à l'écran, aujourd'hui, elles sont issues de la doctrine du numérique en santé, hein, et elles sont pas forcément spécifiques aux dispositifs médicaux numériques. Il y a une démarche globale de l'ANS pour intégrer l'INS, sécuriser l'identification du patient, l'authentification du professionnel de santé, etc. Donc toutes ces exigences sont communes aussi à d'autres référentiels hors DMN. Et à noter également qu'en plus de ce référentiel, on a pour les DMN qui sont en ligne générique, des exigences qui sont issues cette fois-ci de la HAS, qui concernent donc le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, etc. Paul-Alix, est-ce que tu peux sauter de... Merci beaucoup. L'autre gros sujet du webinaire, donc après les DMN, ce sont les téléconsultations. Et plus précisément, donc, le référentiel des sociétés de téléconsultation. Donc, le webinaire, là, il nous permet aussi de rappeler que l'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2023 a créé un statut ad hoc pour les sociétés de téléconsultation, c'est-à-dire des sociétés commerciales dont le statut exclusif ou non est de proposer des téléconsultations qui sont réalisées par des médecins qu'elles salarient et qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Donc ça, c'est la première chose que prévoit l'article 53. La seconde chose, en plus de ce statut ad hoc, c'est que le remboursement par l'assurance maladie de ces téléconsultations, il dépend de deux choses. De un, d'une certification de conformité au référentiel de l'ANS, qu'on va voir juste après, et de deux, d'un agrément remis par le ministère de la Santé pour confirmer qu'il s'agit bien d'une société de téléconsultation. Donc c'est deux prérequis pour pouvoir être société de téléconsultation et pouvoir voir ces téléconsultations remboursées par l'assurance maladie. C'est important de le préciser hein, parce que le référentiel qu'on va voir, la version 1.5.1, ça ne concerne que les systèmes d'information des sociétés de téléconsultation et non pas les téléconsultations qui sont réalisées hors de ces sociétés. Donc, par exemple, une téléconsultation entre un patient et un médecin, un exercice libéral, ça ne rentre pas dans le compte. Pour celle-ci, actuellement, il n'y a pas de référentiel et donc pas de certificat de conformité. Alix, si on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, aussi pour les présenter très rapidement, on a donc un référentiel des sociétés de téléconsultation qui contient plus de 200 exigences, dont une partie est obligatoire pour tous les SI et d'autres sont facultatives. Donc là aussi, hein, comme pour les DMN, on raisonne en profil. On a un profil obligatoire et d'autres qui sont facultatifs en fonction des cas d'usage. Et à ces profils sont associées des sections dans lesquelles il y a toutes les exigences. Donc pour les présenter rapidement, on a une partie qui ressemble beaucoup au DMN. Hein. Donc on a aussi des exigences qui sont liées à la sécurité avec le PGS-SIS, avec les accès patients, professionnels de santé, les tests d'intrusion, etc. On a des exigences qui sont liées au RPPS, d'autres à Pro Santé Connect, à l'INS, etc. Notez par contre que côté téléconsultation, contrairement au DMN, on a des sections qui sont liées au caractère HDS de l'hébergement de données. On a des sections qui sont liées aux services SOC nationaux, donc le DMP ou la messagerie de santé. Et on a des exigences éthiques.
Peut-être aussi préciser que le référentiel qu'on voit là, en fait, il a été mis à jour tout récemment, hein. Il a été mis à jour mi-octobre par arrêté, après concertation publique. Les deux grosses nouveautés du mois d'octobre de cette version en fait, 1.5.1, ce sont les deux sections qu'on a tout à droite. Celle d'éthique et territorialité, qui consacre le principe de territorialité de l'assurance maladie, c'est-à-dire la nécessité notamment pour que la téléconsultation soit prise en charge, que le médecin téléconsulté soit à proximité du patient, donc idéalement dans la même ville ou le même département. Et une autre section, cette fois-ci liée à la facturation, qui va décrire en fait les exigences de transmission des factures, des actes de téléconsultation à l'assurance maladie. Comme je l'ai évoqué, donc, il y a beaucoup d'exigences, on en a plus de 200 dans le référentiel. Et évidemment, il n'est pas possible de se conformer aux 200 exigences d'un coup. C'est la raison pour laquelle la conformité va se faire de manière progressive par lot. Et c'est ce que va pouvoir vous présenter Paul Alix tout de suite. Merci Alexandre. Donc oui, comme l'a dit Alexandre, les preuves du référentiel, enfin les sections du référentiel téléconsultation, elles ont été alloties et avec des dates de limite de mise en conformité pour chaque lot, permettant ainsi une mise en conformité progressive des candidats. Et en tout cas, c'est l'idée du ministère et de l'ANS dans la création de ces lots. Donc, le premier lot de certification, la deadline, c'était en septembre 2024. C'était le 30 septembre, donc on vient juste enfin, ça fait maintenant un petit moment, mais ça fait pas longtemps qu'on a passé ce jalon-là. Donc, l'idée, c'était de se mettre en conformité à l'INS, à ProSanté Connect, à l'annuaire, à la PGSSI, à l'administration et à la RGPD dans ce premier lot. Et une fois passé cette date-là, il y a certains candidats qui ont réussi à se mettre en conformité sur ces premières exigences et qui ont donc pu obtenir un certificat de conformité dès le 30 septembre 2024. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se mettre en conformité, c'est pas grave, il y a donc les autres jalons qui sont disponibles. Cependant, juste la contrainte, c'est qu'il faut se mettre donc en conformité au lot précédent plus les nouvelles exigences, les nouvelles sections du lot suivant. Donc la, la deuxième deadline là qui approche, c'est donc le lot 2 au 31 décembre 2024 avec donc les exigences de facturation et éthique territorialité qui ont été rajoutées dans le référentiel récemment, comme l'a évoqué Alexandre. Vous êtes peut-être familier avec ces exigences-là parce qu'elles sont passées donc en concertation en août, et c'est vrai qu'on a quand même pas mal co-construit les exigences avec l'écosystème. Donc je pense que une bonne partie d'entre vous doivent être au courant de cette partie-là. Le troisième lot d'exigences demandées, la troisième deadline donc, est au 30 juin 2025, avec donc le respect des exigences du lot 1, 2, plus les exigences MSS, DMP, Interop, éthique et les tests d'intrusion. Et enfin, les exigences d'ordonnance numérique qui vont être exigées pour le 31 décembre 2025, qui ont également été rajoutées lors de l'arrêté d'octobre 2024. Donc voilà, cet allotissement, en fait, il permet, si vous voulez, d'obtenir un certificat de conformité en amont pour pouvoir aussi déclencher tout le reste, c'est-à-dire l'obtention de l'agrément, l'obtention du numéro finesse, et donc pouvoir en fait être remboursé par l'assurance maladie assez rapidement. Bon, il faut savoir que pour l'instant, l'assurance maladie a une tolérance pour les numéros finesse centre de santé actuels. Donc, comme l'a évoqué Alexandre plus tôt, l'objectif de la création du référentiel de téléconsultation et du statut de téléconsultation, c'est pour avoir un statut à part, pour que les sociétés qui pratiquaient la téléconsultation en centre de santé aient un nouveau statut. Et donc, pour l'instant, en général, ces sociétés-là facturent avec leur ancien numéro finesse. Et donc, elles pourront encore facturer jusqu'au 30 juin 2025. Cependant, à partir du 30 juin 2025, c'est la fin de la tolérance de la CNAM. Et donc, à ce moment-là, il serait vraiment intéressant d'avoir vos nouveaux numéros finesse et donc d'être certifié ANS, d'avoir votre agrément. Voilà.
cette partie-là. Je pense que, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite sur les différents lots. Pour la VIX, nous allons passer à la partie suivi opérationnel et avant de faire un état des lieux, je vous parlerai des processus de certification de conformité et qui se décompose en deux phases. Une première, identification et recevabilité de la candidature, et une seconde, vérification des preuves de conformité. Une fois la candidature déposée dans la plateforme Convergence, l'ANS analyse la recevabilité et ses besoins d'informations complémentaires. Nous revenons vers vous afin de compléter, et une fois la candidature est recevable, il sera validé. Une convention sera envoyée et dès que la convention est signée, l'espace de dépôt de preuves est ouvert. Vous aurez la possibilité donc de soumettre par section d'exigence et l'ANS traitera au fur et à mesure. Et dès validation de l'ensemble des sections d'exigence, la solution passera devant le collège de certification de conformité en vue d'attribution de certificats de conformité. Le processus de certification est quasi identique pour les deux guichets de mise en conformité, à l'exception de l'étape de signature de convention qui est plus située à la fin pour le parcours de système d'information téléconsultation. Donc, par rapport à la mise en conformité, il existe donc une plateforme unique de mise en conformité à l'ANS et on retrouve donc, c'est la plateforme Convergence. On y retrouve les deux parcours télésanté, en plus des autres parcours tels que le Ségur, mon espace santé. Donc, pour le parcours des dispositifs médicaux numériques, un seul référentiel qui s'applique à l'ensemble des parcours, à l'exception donc de la ligne générique télésurveillance où on a en plus les exigences des spécifications techniques HAS qui sont intégrées pour l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire et prothèse cardiaque implantable. Donc, comme vous voyez, nous avons 4 parcours dédiés en fonction de la typologie du dispositif médical numérique. Donc, pour tous les dispositifs médicaux présentant une amélioration de la prestation médicale peuvent s'inscrire en nom de marque, que ce soit en LPPR ou en télésurveillance. Donc, pour toutes les solutions de télésurveillance des 5 pathologies issues du programme ETAP, donc insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, peuvent s'inscrire en LATM, et pour les lignes génériques, donc pour les DMN à visite thérapeutique, peuvent aussi s'inscrire en ligne générique. Pour les DMN présumés innovants et souhaitant avoir un accès précoce pour la prise en charge, ils peuvent suivre soit le parcours de prise en charge anticipée, donc pour tous les DMN à visite thérapeutique ou de télésurveillance présumés innovants, et pour les DMN donc ayant une finalité thérapeutique ou de compensation de handicap, ils peuvent donc s'inscrire en prise en charge transitoire. En ce qui concerne le parcours téléconsultation, une seule démarche existe dans la plateforme Convergence et qui consiste au parcours des IC de téléconsultation des sociétés de téléconsultation. Aujourd'hui, depuis l'ouverture des guichets des dispositifs médicaux numériques en phase nominale, nous avons fait un bon chemin. Nous avons franchi les 100 solutions, la barre des 100 solutions certifiées conformes pour toutes les pathologies, que ce soit au nom de marque, donc dans le droit commun ou dans la prise en charge anticipée, que ce soit pour des solutions de télésurveillance médicale ou à visée thérapeutique. Et actuellement, nous avons presque 150 candidatures en cours pour tous les parcours. La liste des solutions certifiées conformes sont disponibles sur le site ANS, n'hésitez pas à la consulter. En ce qui concerne le guichet téléconsultation, depuis l'ouverture en février 2024, nous avons donc, comme l'a dit Alexandre, c'est un référentiel un peu conséquent. Nous certifions par Dijalon. Donc, nous avons 10 solutions à l'étape de dépôt de preuve et
Parmi les 10, 5 solutions sont certifiées conformes au jalon 1 du référentiel et les autres sont en cours d'avancement pour le jalon 2 et les prochains jalons. Pareil que pour DMN, la liste des solutions en cours d'évaluation ou celles qui ont obtenu la certification jalon 1 sont disponibles sur le site du portail industriel et le site e-santé. Nous avons profité de ce webinaire pour mettre en évidence le portail industriel avec l'espace authentifié. Donc, c'est un avantage de se connecter en espace authentifié afin de bénéficier de centraliser toutes vos demandes, d'avoir une gestion de raccordement à ProSanté Connect, d'avoir un accès plus rapide à Convergence. Vous pouvez aller de Convergence à l'espace authentifié et vice-versa. Vous pouvez avoir un historique de vos demandes. Actuellement, je vous présente les fonctionnalités implémentées dans le cadre de Ségur, mais nous allons converger vers ces fonctionnalités. Donc, je vous invite à utiliser l'espace authentifié, vu que une fois vous avez intégré ISC, vous pouvez, donc, pour déposer vos candidatures sur Convergence, vous pouvez également vous authentifier à l'espace du portail industriel. La suite, Polaris, s'il te plaît. Par rapport au projet donc, en cours, en ce qui concerne le guichet des dispositifs médicaux numériques, des travaux préparatoires pour la mise en place d'une version V2 du référentiel est en cours. Et en ce qui concerne la téléconsultation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, toutes les solutions donc déposées sont en cours d'évaluation en vue de la conformité pour les différents jalons. Et nous travaillons sur le cas d'usage de la téléconsultation accompagnée. Je ne sais pas, quelqu'un veut parler? Et sinon, en termes d'accompagnement, vous trouverez toutes les informations et tout l'accompagnement dans les pages du portail industriel des projets télésanté. Il y a une page dédiée pour chaque parcours et pour chaque démarche et une documentation est mise à disposition avec une FAQ. Et nous vous invitons à utiliser l'espace authentifié sur le portail industriel. Vous trouverez également les informations sur le site du NUS. Fazia, je ne veux pas t'interrompre, je crois qu'il y a une question dans le chat de M. Gabriel Guillon. Oui. Je vais peut-être la lire. Oui, donc, merci. Donc, avez-vous également quelques statistiques sur les délais totaux et intermédiaires pour obtenir une certification selon les différentes catégories? La certification, le processus de certification, je ne sais pas qui a son micro ouvert et il y a un son. Donc, le délai de mise en conformité est différent en fonction de la volumétrie des exigences qui sont applicables et également des différents allers-retours. Si les preuves déposées sont conformes dès le dépôt, la certification peut être rapide. Et ça nécessite des allers-retours, ça peut prendre un peu de temps. Mais pour les dispositifs médicaux numériques, donc à partir de dépôt d'un dossier complet, l'ANS dispose de 60 jours calendaires pour analyser toute la candidature et pour la téléconsultation, c'est 6 mois à partir d'un dépôt complet. Je vois qu'une main est levée. Oui, bonjour. Bonjour. William Roland, charge du numérique en santé au SNITEM, hein, vous savez que nous représentons les fabricants de dispositifs médicaux numériques et de télésurveillance. Je souhaitais apporter un commentaire et une question. Le premier commentaire, dans une des premières slides, on aime bien rappeler que le DM numérique et de télésurveillance, il n'est pas régulé par le référentiel en question.
Le DM numérique et télésurveillance, il est déjà régulé par un règlement européen pour les dispositifs médicaux. Donc, on l'a souvent répété, mais on aime bien nuancer quand même, afin que les nouveaux entrants ne pensent pas que seule la démarche nationale régule le dispositif médical numérique. Le deuxième point qu'on ne cesse de demander là, depuis 2 ans maintenant, hein, puisque les entreprises du dispositif médical et de télésurveillance ont été parmi les premières à devoir mettre en œuvre ces exigences. On trouve assez normal d'avoir des deadlines pour être conforme. En revanche, on trouverait aussi normal que les temps d'instruction, que la démarche, tout le processus côté ANS soit piloté. On a eu beaucoup d'atermoiements au début de cette démarche. On a eu beaucoup d'évaluations à géométrie variable, beaucoup de contradictions dans l'instruction des dossiers. Il y a des allers-retours, il y a des demandes faites aux entreprises. Les entreprises posent des questions à l'ANS et il nous semblerait très intéressant d'avoir un outil de pilotage de chacune des étapes de la certification, que ce soit dans la phase de recevabilité et puis après dans la phase d'instruction du dossier. C'est un sujet qui devient extrêmement insistant à l'aune de la version 2 du référentiel et on aimerait vraiment que cet outil soit mis en place de pilotage. Je pense que l'espace authentifié est le bon endroit. Afin que la deuxième phase du référentiel, en tout cas des MN et télésurveillance, se passe un peu mieux que la première. Voilà. Prenons note. Même si aujourd'hui on fait au mieux, prenons note pour améliorer. Tout à fait. Merci. Et pour compléter peut-être ce que dit Fazia et ce que tu as dit, William, en effet, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés ou des allers-retours qui ont pu avoir lieu pendant les mises en conformité parce que la version 1 du référentiel, c'était vraiment le premier référentiel. Donc, c'était aussi un exercice nouveau pour l'ANS qu'on commence de mieux en mieux à maîtriser maintenant. Après, à voir si on peut du coup vous fournir ces statistiques-là, comme a dit Fazia, on prend note et on verra pour pouvoir vous proposer cela si c'est possible. Merci beaucoup. Et merci pour les entreprises surtout. C'est vrai, pour compléter encore, c'est vrai aussi que les candidatures sont très variées, qu'il y a il y a vraiment de tout. C'est vraiment très, 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 très différent d'une candidature à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est aussi difficile de juger d'un candidat à l'autre les délais de traitement. Il y a aussi parfois besoin d'arbitrage un peu plus précis. Il y a vraiment tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc, c'est vrai que c'est pas évident non plus pour les équipes de conformité de traiter tous ces cas de figure. Et ils sont pas toujours anticipés. Donc, en tout cas, l'ANS fait au mieux pour traiter les candidatures de façon équitable et le mieux possible, en tout cas. Oui, merci pour Alex pour les compliments. Oui. Comme tu le dis, nous avons rencontré pas mal de cas d'usage différents parce que le référentiel, surtout le dispositif médico numérique, est un peu général et donc on regarde chaque solution selon son cas d'usage et ce traitement nécessite un temps de traitement considérable. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat ou d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose peut-être de conclure. Dans tous les cas, voilà, on reste disponible s'il y a des questions par écrit. Peut-être Paul Alix présenter la dernière slide. Oh, pardon. Avec le curseur, aucun souci. En tout cas, voilà, de notre côté, on vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour vos questions, pour votre attention.
Sachez que voilà, ce webinaire a été mis en place par l'offre innovation, donc collaboration avec des experts télésanté, et donc pour essayer d'avoir des webinaires qui sont de mieux en mieux et qui vous intéressent de plus en plus. Nous avons pu donc également compléter un questionnaire de satisfaction. Donc j'ai pu mettre le lien déjà dans le chat, ainsi qu'un lien vers notre page LinkedIn dédiée aux entreprises. Mais également là sur la slide, vous pouvez scanner le QR code et donner votre avis assez rapidement. Et également toutes vos questions et remarques où vous n'avez pas eu le temps de remonter aux experts. On s'en chargera également de les remonter s'il y a besoin. Et puis écoutez, j'espère avoir vos retours très prochainement et également on vous enverra donc le support, le lien du replay par mail. Donc voilà, j'espère que cette session s'est très bien passée pour vous. Et écoutez, 10h40, on a pris un peu d'avance. Mais écoutez, merci encore à vous pour votre présence. Très belle journée à vous et puis écoutez, à une prochaine fois. Merci à tous. Merci. Merci à Bonne journée. tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.